Bon, on continue dans le même élan. Où j'en suis? Moi, je suis perdu là. Alors, oui, alors. Donc, on a vu pas mal de choses dans les cours précédents. Nous abordons maintenant le cours numéro 15, alors plutôt faculté. Bon, ça ne veut pas dire que c'est compliqué. Ce sont des résumés, ce ne sont pas des cours exhaustifs. Donc, ce cours-ci, c'est le cours numéro 15 du gène à la protéine. Du gène à la protéine. L'ADN régit le métabolisme en commandant aux cellules de fabriquer des enzymes spécifiques et d'autres protéines. Preuve que les gènes régissent la production des protéines. Essayons de voir cela. Premièrement, la théorie ancienne selon laquelle les maladies héréditaires résultent d'erreurs innées du métabolisme a été confirmée par les résultats obtenus par Biddle et Tatum sur des souches mutantes de Neurospora, qui est une moisissure du pain. Ces expériences classiques ont donné naissance à l'hypothèse un gène, une enzyme. Alors en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Deuxièmement, étant donné qu'un gène détermine la séquence d'acides aminés de chaque chaîne polypeptidique, la formulation de l'hypothèse de Biddle et Tatum a été changée en un gène, un polypeptide. Bon, c'est un peu plus complexe, mais c'est pas que ça. Parlons maintenant, en bref, toujours de synthèse des protéines. Quelles sont les caractéristiques générales? Premièrement, les acides nucléiques et les protéines sont des polymères porteurs d'informations et constitués respectivement de séquences linéaires de nucléotides et d'acides aminés. Alors quand on dit respectivement, ça veut dire les acides nucléiques séquence de nucléotides et les protéines séquence d'acides aminés. Deuxièmement, l'ARN messager, ARN-M, joue le rôle d'intermédiaire dans la circulation d'informations de l'ADN aux protéines. Alors en réalité, il y en a plusieurs qui sont formés, parce qu'il y a un mécanisme d'épissage. Mais bon, on résume. Troisièmement, le transfert d'informations des nucléotides de l'ADN aux nucléotides de l'ARN est appelé transcription. Alors que le transfert d'informations des nucléotides de l'ARN messager aux acides aminés du polypeptide est appelé traduction. Chez les eucaryotes, donc chez nous entre autres, ces deux étapes de la synthèse protéique sont séparées par l'enveloppe nucléaire. Et oui. Quatrièmement, pendant la traduction, l'ARN de transfert ARNT interprète le code génétique. Alors bon, interprète, c'est un grand mot. Parce que les ARN ou les molécules n'ont pas de conscience. Bon. Alors, pendant la traduction, l'ARN de transfert, ARNT, interprète le code génétique. Chaque type d'ARNT apporte un acide aminé spécifique sur les ribosomes. Alors, quel est ce code génétique? Premièrement, des expériences ont démontré que Je répète. Des expériences ont démontré que les instructions génétiques de l'ADN, encodées dans des ensembles formés de 3 nucléotides, déterminent indirectement les acides aminés. Deuxièmement, il existe 64 codons d'ARN messager, dont 61 codes pour des acides aminés. Pour la plupart des acides aminés, il y a plus d'un codon possible. Quelques codons sont
quelques codons font fonction de signaux d'initiation ou d'arrêt et marquent le début et la fin du message génétique. Quelle est maintenant la signification évolutionniste de la quasi-universalité du code génétique? En bref, nous pouvons dire que malgré quelques exceptions notables, presque tous les organismes possèdent le même code génétique. Cette constatation suggère que ce code existait déjà chez les ancêtres communs du monde vivant. Très certainement. Quelle est la signification évolutionniste de la quasi-universalité du code génétique? Je me répète. Je viens d'en parler. Oh, il va falloir que je me repose. Alors, parlons maintenant de transcription. La transcription, premièrement, la synthèse de l'ARN sur une matrice d'ADN est catalysée par l'ARN. Comment vous diriez, vous? L'ARN, allez, un effort. Polymérase. Elle obéit aux règles d'appariement des bases qui s'appliquent au cours de la réplication de l'ADN. Vous vous souvenez, hein? Réplication semi-conservative. À ceci près que l'uracile remplace la thymine. Ah oui, il ne faut pas se tromper. Donc autrement dit, il faut réfléchir dans la vie. Deuxièmement, un promoteur constitué de séquences nucléotidiques spécifiques au début d'un gène commande l'initiation de la synthèse d'ARN messager. Les facteurs de transcription, qui sont des protéines, permettent à l'ARN polymérase de reconnaître le promoteur et de se lier à l'ADN. La transcription se poursuit jusqu'à ce que l'ARN polymérase atteigne la séquence nucléotidique de transmission sur la matrice d'ADN. Au fur et à mesure que l'ARN pré-messager, on va dire, s'écarte de la double hélice, la transcription se poursuit jusqu'à ce que l'ARN polymérase atteigne la séquence nucléotidique de terminaison sur la matrice d'ADN. Bon, déjà dit. Au fur et à mesure que l'ARN pré-messager s'écarte, la double hélice d'ADN se reforme. C'est mieux comme ça, non? Traduction. Traduction, hein, vous vous souvenez ce que c'est. Les molécules d'ARN messager, les molécules d'ARN de transfert, ARNT, capturent des acides aminés spécifiques et, au moyen de leur triplet de base, c'est-à-dire anticodons, s'alignent sur les sites des codons complémentaires de la molécule d'ARN messager. L'oscillation représente la possibilité pour un même anticodon d'ARNT de se lier à des codons d'ARN messager qui diffèrent par leur troisième base. Deuxièmement, la liaison d'un acide aminé donné sur son ARNT s'effectue selon un mécanisme précis grâce à l'ATP et à une famille d'enzymes appelées aminoacyl ARNT synthétase. Troisièmement, les ribosomes coordonnent l'appariement des anticodons d'ARNT et des codons d'ARN messager. Ils fournissent un site de liaison pour l'ARN messager, ainsi que des sites P et A, donc grand P et grand A, où des ARNT adjacents se fixent pendant que les acides aminés sont liés à la chaîne polypeptidique en formation. Chaque ribosome se compose de deux sous-unités formées d'un assemblage de protéines et d'ARN
ribosomique, ARN-R. Quatrièmement, l'initiation, c'est-à-dire la première des 3 phases de la traduction, représente un mécanisme complexe qui nécessite un apport d'énergie provenant de la GTP, ainsi que la présence de facteurs d'initiation protéique. L'initiation rapproche l'ARN messager, le premier acide aminé attaché à son ARNT et les 2 sous-unités du ribosome. Cinquièmement, à la seconde phase, appelée cycle d'élongation, les acides aminés s'ajoutent l'un à la suite de l'autre jusqu'à la terminaison de la chaîne polypeptidique. Pendant cette phase, qui nécessite la présence de GTP, l'ARNT entrant se lie au site grand A. La liaison peptidique se forme, puis les ARNT et l'ARN-M subissent une translocation le long du ribosome. Sixièmement, la terminaison, soit la phase finale, survient Sixièmement, donc la terminaison, c'est-à-dire la phase finale, survient lorsque l'un des 3 codons d'arrêt spécifique atteint le site grand A du ribosome et déclenche l'action d'un facteur de terminaison protéique. Sous l'effet de ce facteur, la chaîne polypeptidique se libère et les sous-unités ribosomiques se séparent. Septièmement, un même ARN messager est souvent lu simultanément par plusieurs ribosomes. Il fait alors partie d'un ensemble appelé polyribosome. Huitièmement, pendant et après la traduction, la protéine subit souvent une ou plusieurs modifications qui influent sur sa structure tridimensionnelle et par conséquent sur son activité dans la cellule. Quelques mots en bref sur le ciblage des protéines. Chez les eucaryotes, les protéines destinées aux membranes ou à l'exportation se font synthétiser par des ribosomes liés au réticulum endoplasmique. Une séquence signal située au début du polypeptide en formation permet au ribosome de se lier au réticulum endoplasmique. Les protéines qui doivent rester dans le cytosol ne possèdent pas cette séquence et sont fabriquées sur des ribosomes libres. Voyons maintenant en quelques mots la comparaison de la synthèse des protéines chez les prokaryotes et les eucaryotes. Il s'agit en quelque sorte d'une petite révision. Premièrement, la synthèse des protéines suit les mêmes étapes essentielles chez les cellules eucaryotes et prokaryotes. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, les ribosomes et de nombreuses enzymes diffèrent chez ces 2 catégories de cellules. Deuxièmement, si l'on compare la synthèse des protéines chez les prokaryotes et les eucaryotes, la plus grande différence porte sur la relation spatiale et temporelle entre la transcription et la traduction. Chez les bactéries, qui ne possèdent pas d'enveloppe nucléaire, la traduction d'un ARN messager peut commencer en même temps que la transcription se poursuit. Dans une cellule eucaryote, l'enveloppe nucléaire sépare les étapes de la transcription et de la traduction, ce qui permet la maturation de l'ARN. Parlons justement de la maturation de l'ARN chez les eucaryotes. Premièrement, chez les eucaryotes, la molécule d'ARN prémessager subit une maturation avant de quitter le noyau sous la forme d'un ARN messager. Cette maturation se compose de la modification des extrémités de la molécule
et de son épissage. Deuxièmement, la molécule d'ARN prémessager reçoit à son extrémité 5' une coiffe de guanosine triphosphate et à son extrémité 3' une queue de nucléotides poly-A, polyadénine. La coiffe et la queue protègent probablement une molécule de toute dégradation et facilitent sans doute la traduction. Troisièmement, dans la plupart des gènes eucaryotes, alternent de longues régions non codantes appelées introns et des régions codantes appelées exons. L'épissage de l'ARN élimine les introns et relie les exons adjacents entre eux. Quatrièmement, l'épissage de l'ARN est catalysé par les petites ribonucléoprotéines nucléaires RNP-PN, donc RNP en majuscule et PN en minuscule, qui se composent d'un petit ARN nucléaire que l'on appelle ARN-PN et de protéines. Ces molécules fonctionnent à l'intérieur d'ensembles plus grands appelés complexes d'épissage. Cinquièmement, dans certains cas, l'ARN suffit à catalyser l'épissage de l'ARN. Les molécules d'ARN enzymatiques sont appelées ribosymes. Sixièmement, les introns jouent peut-être un rôle régulateur dans l'expression des gènes. Le brassage des exons par la recombinaison contribue à l'évolution de la diversité des protéines. Voyons maintenant les mutations et leurs conséquences sur les protéines. Premièrement, les mutations ponctuelles sont des modifications chimiques touchant un seul nucléotide ou quelques nucléotides d'un même gène. Deuxièmement, l'effet de la substitution d'une paire de bases à l'intérieur d'un gène peut varier selon qu'il y a eu modification d'un acide aminé et, si tel est le cas, que ce changement influe sur la fonction de la protéine. De nombreuses substitutions causent un problème parce qu'elles provoquent des mutations faux sens ou non-sens. Troisièmement, les insertions et les délétions de paires de bases ont presque toujours des effets désastreux. Elles causent souvent des mutations par décalage du cadre de lecture et ces mutations détruisent le message porté par les codons situés en aval de l'insertion ou de la délétion. Quatrièmement, des mutations spontanées peuvent survenir pendant la réplication ou la réparation de l'ADN. En outre, divers mutagènes de nature chimique ou physique peuvent affecter le gène. Mais qu'est-ce qu'un gène? En bref, eh bien, on peut donner plein de définitions en fait, mais suivant les situations, on peut adopter différentes définitions du gène. On peut dire qu'à l'échelle moléculaire, un gène peut se définir comme une région de l'ADN nécessaire à la production d'une molécule d'ARN. C'est pas faux. Donc voilà, le cours est terminé. Merci.